Bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un projet qui ne marche plus. Généralement, je vous montre des choses abouties et qui fonctionnent. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui ne fonctionne plus, qui a marché mais qui ne fonctionne plus. Mais vous verrez quand même le travail qui a été effectué et les avancées que cela permet, ou que cela permettait. Cette fois-ci, il s'agissait de la qualité des eaux de baignade à Nouméa, de faire une expérience data autour de ça, de ce sujet. Le but, c'est de faire une approche data-centrique autour de la qualité des eaux de baignade à Nouméa. Donc, pour ceux qui ne savent pas où est Nouméa, c'est en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, et c'est un endroit super où il fait très bon vivre. Donc, la ville de Nouméa met à disposition des indicateurs d'eau de baignade. Initialement, on avait ce genre de page avec les drapeaux et avec une légende qui nous indiquait si l'eau était bien pour se baigner ou alors qualité médiocre ou eau de mauvaise qualité, auquel cas la baignade était interdite. La baignade autorisée, baignade déconseillée mais pas interdite, et la baignade interdite. Voilà. Donc pourquoi j'ai créé ce notebook? Parce que d'abord, je voulais m'amuser sur cette donnée-là. Et comme je passe beaucoup de temps dans l'eau, c'était intéressant pour moi. Apprendre à faire du Python également. Rendre Nouméa plus smart city, c'est-à-dire data-driven. Créer des expériences, des créations originales, comme je fais de temps en temps. Récupérer les données. Pour l'instant, il n'y a pas d'API, donc il fallait implémenter une partie récupération des données et ensuite charger ça dans une base de données avec des CSV, jouer avec des requêtes et faire du reporting, des choses comme ça. Une fois qu'on a la data, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ce que je voulais vraiment faire, c'était faire du select et que tout un chacun puisse le faire très facilement et voir un peu ce que ça donne, l'expérience finale. La première partie, ça va consister à récupérer les données. Au final, je stockerai les données dans une base de données DuckDB, parce que c'est super pratique. Et je vais aller scraper le site, ou en tout cas j'y allais, avec Beautiful Soup en Python, avec cette URL là, comme URL de base. Donc après j'ai écrit un petit fichier de scrap. Donc le code il est vraiment extrêmement simple, extrêmement simpliste. En fait je vais sur la page, je regarde le nom de la page, je récupère la couleur du drapeau et ensuite selon ce que je trouve dans la page, je fais un mapping avec la couleur et un code couleur parce que des fois pour la data science avoir du numérique c'est plus pratique. Donc voilà, donc là, on va dire le code, les données sont stockées dans ce tableau. Et ensuite, ce qui me reste, là je fais une petite démo pour voir un peu ce qu'il y a dans le tableau. Donc là, on voit typiquement la liste des plages qui est récupérée sur le site et la couleur du drapeau avec le mapping que j'ai opéré. Comme ça, je maîtrise bien les valeurs et je peux faire ensuite des choses propres. Donc, si j'affiche les données en mode CSV, voilà ce que ça donne. Donc, l'ID de la plage, donc ça en fait c'est la position dans le tableau, le nom de la plage, la couleur du drapeau et le code couleur du drapeau. Donc là, ce jour-là, tout était bleu, tout allait bien et on pouvait se baigner où on voulait. Maintenant qu'on a un CSV bien clean, il s'agissait de le stocker dans une base de données. Donc DocDB fait ça de manière très facile. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une table de load dans laquelle on va prendre le fichier et on va le charger tel quel avec un row ID et je vais mettre, c'est ça qui est chouette, je vais mettre une contrainte d'unicité sur le nom de la plage. C'est-à-dire que quand je prends la photo au quotidien, je ne peux pas avoir deux fois la même plage.
Et ensuite, je mets de la contrainte sur la couleur du drapeau. Donc le drapeau ne peut avoir que des couleurs prédéterminées et des codes prédéterminés. Donc quand on est sur des bases relationnelles, on aime bien avoir des contraintes. Donc là, tout est vraiment tiré au cordeau, impeccable. Et une fois que je suis content de cette structure de table, qui est pour l'instant vide, c'est une structure vide, je vais venir insérer directement dans cette table de load le fichier CSV. Donc vous voyez, la syntaxe, elle est vraiment super sympa. Je lis juste read le CSV, il y a des headers, oui, parce que j'ai mis le nom des colonnes. Et ensuite, j'effectue mon mapping, où je dis que le numéro de la ligne, c'est un integer, le nom de la plage, c'est du texte, la couleur du drapeau, c'est du texte, et le code couleur, c'est un entier. Ensuite, pareil, je vais créer une table, alors celle-là un petit peu différente, une table d'historique. Donc on a envie de se dire, bon ben voilà, on va accumuler les données à chaque fois. Donc là, on va rajouter quelques champs supplémentaires. On va rajouter le timestamp avec la time zone. Donc comme ça, on sait de quand date la photo de l'état des plages. Et ensuite, on va venir retrouver exactement les mêmes données que sur l'autre table. Et là, ça devait devenir extrêmement simple de faire l'audit, puisqu'en fait, il suffit d'accumuler la photo dans l'historique. Donc là, on fait insert, isPlage, je mets les colonnes, et je rajoute juste le champ du timestamp. J'ai pris un timestamp parce qu'on peut prendre plusieurs photos par jour. Et je prends le contenu de load pages. Donc là, à ce stade-là, on a effectivement deux tables qui sont stockées en base. Il ne reste plus qu'à s'amuser et aller vérifier si on a bien de la donnée. Donc là, on va aller lister la liste des plages qui ont été retrouvées. Donc par exemple, je vais avoir la liste distincte des plages dans la partie historique. Donc c'est pour ça que je fais le distinct. Donc on retrouve bien nos plages de base. Et il n'y en a pas de plage avec un nom bizarre qui ressort. On a bien ce à quoi on s'attendait. Ensuite, vu qu'on a des tables, on peut faire des data frames du Pandas. Donc là, par exemple, je vais faire un historique des dernières plages et je vais en récupérer que les 10 premières. Donc voilà, ça c'est un exemple de requête. Ensuite, pensez toujours à l'interopérabilité. Donc l'idée c'était de prendre la table d'historique et de l'exporter en CSV. Donc pour ça, on a des commandes spéciales où on dit je prends le contenu de cette table. J'aurais aussi pu faire un select, mais là c'est la table directement. Et je lui dis que je veux bien garder les headers dans le CSV, que je délimite avec des virgules. Ensuite, sur DuckDB, il y a une fonctionnalité très intéressante où on peut exporter l'intégralité de la base. Donc ça veut dire qu'on va exporter le schéma en SQL, les données en CSV et le fichier SQL qui charge les CSV. Donc c'est extrêmement transportable, c'est très facile. Et ensuite, juste pour l'exercice, pour le fun, dans le cas où on a des grosses volumétries, où on va plutôt avoir tendance à faire des agrégats, et limiter la taille également des fichiers, parce que c'est important, au format parquet, à page parquet, qui permet de vraiment de compresser les données et de faire des requêtes très efficaces. Et ensuite, comme on est propre, on ferme la connexion à la base de données. Donc voilà, à ce stade-là, on a généré de la donnée directement sur le notebook. Donc par exemple, on a le CSV, l'historique des plages. Donc là, par exemple, voilà, on a le preview. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, les autres baignades. Donc ça, c'est vraiment le dernier snapshot. Et si je télécharge, voilà, là c'est le preview du CSV. Ensuite, on a le schéma.sql. Donc le schéma.sql, c'est ce que je vous avais dit, c'est la création de la base en texte qui va venir utiliser les fichiers CSV. Voilà. Et ça, c'est l'export qui permet les commandes qui permettent d'intégrer, de restaurer la base. Donc vous voyez, avec assez peu d'efforts, une fois qu'on a les données, on peut vraiment faire des choses très facilement. Ce que j'avais envie de faire, c'était également de garder les données, de les mettre quelque part pour qu'elles soient facilement intégrables. Et pour ça, un outil que j'aime bien, une plateforme que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, c'est GitHub.
Donc l'idée là, ça a été de venir et de pousser ces données directement sur une repo dédiée. Donc l'idée, c'est de prendre les CSV et de les pousser régulièrement ici. Voilà. Donc on va venir après explorer cette repo, je la garde au chaud. Donc pour ça, on va utiliser le module PyGitHub qui va me permettre de faire des intégrations faciles directement avec GitHub. Donc là, vous voyez, je vais prendre mon compte, mon token spécial que j'ai généré sur GitHub pour faire cette tâche-là. Je vais venir créer ma repo Git directement dans mon code et je viens récupérer le fichier historique.csv en supposant qu'il existe déjà, ce qui est le cas. Et je vais venir l'écrire localement, ici, historique. Donc le fichier va exister localement. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, ici, ce code, il va venir rajouter les données que j'ai générées à l'instant donné à l'historique en queue de fichier. Et ensuite, une fois que ce fichier a été complété, je vais le committer avec ce message. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Git, ici j'ai mis un petit dièse. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, il y a une issue, l'issue numéro 1 en l'occurrence, et sur laquelle le notebook vient pousser et mettre à jour l'issue. Donc là, en fait, on voit que Adrien S est venu faire des commits. Donc ça s'est arrêté le 26 mars. Mais ça, c'est le robot, en fait, en gros, qui est venu modifier le fichier tout seul et qui montre les commits, les actions menées. Et le fait de mettre dièse 1, ça me permet de suivre directement, ou à tout un chacun, de suivre l'activité des commits sur la repo. Voilà. Donc, on va juste revenir. Voilà. Donc, à ce stade-là, on a préparé... où est-ce qu'on est, voilà, donc on a préparé le message de commit. Et ensuite, eh bien, on pousse le code, tout simplement. Donc là, on voit la log. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Et on voit bien le commit ici qui a été effectué sur ici. Donc, si je vais ici, voilà. Ça, c'était le dernier commit de l'état final. Et si je vais sur l'historique, donc latest, hein, c'est la photo instantanée, courante, on va dire. Et historique, c'est tout le fichier avec en fait l'accumulation au bout, qui s'est arrêtée au 26 mars. Donc après ici, hein, sur GitHub, il y a des facilités, on peut filtrer. Voilà, on peut filtrer en full texte. Donc c'est super pratique. Alors maintenant, là on est arrivé à un état où on a nos données sur Kaggle et on les a sur GitHub, sur une repo open, donc tout un chacun peut y accéder. On va également aller jouer. Maintenant, on va se positionner comme un client du projet sur GitHub et on va monter la base directement en mémoire via du HTTP et on va le faire avec DuckDB. Donc c'est un exemple de code qui présente comment utiliser ces données et donc là je fournis le code pour le faire. Donc je vais vous expliquer ce que ça fait, c'est extrêmement simple. Alors d'abord on crée une instance DuckDB en mémoire, pas besoin d'écrire du fichier puisque c'est vraiment quelque chose qui va être volatile, il n'y en a pas besoin de garder la sortie. Ensuite je viens installer une extension qui va me permettre de lire de la data en HTTPS. Donc HTTP file system. Et ensuite je vais charger mon extension. Une fois que c'est fait, tout simplement je vais venir faire mon select étoile from l'adresse du fichier CSV et juste les 10 premières lignes. Et ensuite je vais demander
avoir le résultat en SQL. Donc là, c'est vraiment du SQL, hein, sauf que on fait du SQL sur un fichier CSV. Vous voyez que là, je n'ai vraiment pas codé grand-chose. Et en plus, j'ai dû créer mon runtime. Ça, c'est la création de runtime DuckDB. Donc en fait, mon travail ici consiste à faire un SQL dans DuckDB. Donc c'est extrêmement simple à intégrer dans plein de systèmes. Et là, j'ai la sortie par défaut du client SQL DuckDB. Également, on peut charger ça dans des data frames. Donc DuckDB permet ça avec son API. Donc je prends la connexion DuckDB en mémoire, hein, je le rappelle. Je fais un petit peu de formatage, par exemple, par mois. Je fais mon petit report. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder année-mois de la photo sur les données historiques. Je prends la couleur du drapeau, je compte, et ensuite je groupe par mois et couleur. Donc là, par exemple, sur les données historiques dont je dispose, on n'a eu que du bleu sur toutes les plages. Voilà, j'aurais pu splitter par plage, mais là, globalement, c'est bleu, donc c'était vraiment que des bonnes nouvelles. Donc, la conclusion de ce notebook, ben voilà, donc on a vu comment scraper un site. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué, c'est pas beaucoup de code. Par contre, les bénéfices sont énormes. Comment stocker dans une base le résultat. Comment jouer dans DuckDB et charger des données sur le cloud. Comment interagir avec du code Python directement avec des repos GitHub, faire des commits, pouler du code, tout ça. Et également stocker du code historique entre Kaggle et GitHub, faire des échanges et en fait utiliser GitHub comme une base de données tout simplement. Voilà. Comme d'habitude, en input, on n'a rien. Donc, on n'a rien parce qu'en fait, on consomme du web. Et voilà, donc à ce stade, le notebook est privé. Et pour l'occasion, devant vos yeux ébahis, je vais le mettre en public. Voilà ce qui est fait. Alors, je vous avais dit que je vous présenterais quelque chose qui ne marchait pas ou qui plutôt ne marchait plus. Donc en fait, ce qui ne marche plus, c'est que le site a évolué. Donc ça, c'est le risque avec le scrapping. Et donc aujourd'hui, si je vais pour regarder le tableau HTML que j'exploitais, eh bien en fait, on voit que ici, il n'y a plus les données. Donc en fait, elles sont là, c'est vraiment plus délicat. Donc si on veut, en tant qu'utilisateur final, aller lire ces données, il faut ouvrir le PDF et aller interpréter ces données-là. Donc elles sont plus techniques et bon ben voilà, donc c'est plus comme avant. Donc c'est pour ça que le job ne marche plus parce qu'en fait, il ne retrouve plus ses petits. J'avais mis des contrôles et donc ici, bon, on voit bien que le tableau n'est plus exploitable en l'état. Donc voilà pourquoi c'est un projet qui a eu marché, mais qui ne marche plus, mais pour autant les données sont archivées. Et régulièrement, j'ai mes alertes qui me disent que mon job est cassé. Et donc voilà, là, j'ai même la date à partir de laquelle ça a été cassé. Donc c'est pas grave, je vais quand même continuer à vous démontrer l'intérêt de l'exercice, ce que ça permet ensuite. Donc pour les impatients, le maître mot ici, c'est l'interopérabilité et la simplicité d'accès aux données, l'ouverture et les possibilités d'innovation. Donc là, par exemple, je vais préparer un code. Donc je vais installer DuckDB avec T. Donc ça, c'est un détail technique, mais ça permet d'installer de manière très simple DuckDB. Et je vais jouer ce petit script. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier et je vais aller le tester sur Killer Coda, donc sur une machine Ubuntu totalement vierge sur laquelle il n'y a rien d'installé. Donc je prends un runtime Ubuntu et là, j'ai envie de dire en un seul copy-paste, je vais récupérer l'état actuel, en tout cas c'est ce qu'on me promet, de l'état des plages à Nouméa. Donc on va voir. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'installer T. Ensuite, il va installer DuckDB. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Et j'ai mon report. En tout cas,
le dernier snapshot effectué à l'époque. Donc directement dans mon terminal, et puis avec les petits caractères qui vont bien, on peut avoir directement dans son terminal l'état des plages. Et en l'occurrence, moi c'est ce que je voulais avoir. Donc ça c'est cool et c'est marrant quoi. Ce qu'on peut faire également, donc voilà, ça c'est pour la démo sur une boîte Linux, j'ai envie de dire quelconque par défaut. Il n'y a même pas besoin d'être root pour faire cette manip. Donc je voulais vraiment que les gens puissent faire du copier-coller. Également, on peut faire des petits hacks sur DuckDB et en local. Donc là, je vais le faire devant vous. Je vais créer une base de données en mémoire. Donc voilà, je suis dans DuckDB. Et je vais venir faire exactement ce que je vous avais dit. Donc je vais aller lire le dernier état. Voilà. Donc là, c'était la vue terminale de la page web des eaux de baignade. Donc voilà, vraiment terminal. Et puis au passage, j'ai fait une petite customisation du prompt DuckDB pour que ce soit rigolo et sympa. Donc après c'est facile, il suffit juste de rejouer la commande et on a ce qu'on veut. Donc c'est super pratique, vous voyez, je n'ai eu aucune phase d'installation de complexité. Si je veux accéder à l'historique, pour vous montrer que vraiment c'est simple, donc je sors de ma base de données en mémoire et j'y re-rentre. Et puis je viens coller mon code. Et ça doit marcher tout de suite. Voilà. Donc là, en fait, c'est les données de l'historique, donc elles ont été tronquées. Il n'y en a que 40 qui sont montrées, il y avait 85 lignes qui ont eu le temps de s'accumuler. Et je vois les couleurs, les codes, je peux faire ce que je veux comme requête. Je fais du SQL en fait. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait pour rendre les choses encore plus pratiques, c'est que j'ai créé des shorteries. Donc vous voyez, comme ça rend le code un peu plus sympa à lire. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc on va aller, pareil, juste pour la démo, je rentre par défaut, c'est bien que les choses marchent par défaut, et voilà. Donc là, juste avec un SQL, j'arrive à faire ce qui m'intéresse. Et également, voilà, ça c'est le dernier état. La photo, voilà, qui correspond en fait au site précédent, mais en version tabulaire, SQL. Voilà. Après, il y a plein de fonctionnalités de DuckDB qui permettent d'exploiter en Markdown ou ce genre de choses. Je pense qu'on peut le trouver ici. Donc ça c'est dans le cas où je veux garder les headers ou pas quand je fais du SQL. C'est dans les formatting options. Là je le retrouve plus. Alors, si je le retrouve pas, je vais passer à la suite. Bon, là je le retrouve pas, mais en tout cas il y a plein de possibilités d'export, même en fichier Excel, si jamais on a envie de jouer à ça. Voilà, ça clôt la démo du jour. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. J'avais pour projet de mettre ça en module Python pour qu'on puisse jouer avec. En tout cas, les données sont là. Vous pouvez venir jouer avec. Ici. Et vous pouvez voir l'historique, en tout cas, tout ce qui a été mis à jour depuis 3 mois. Donc là, par exemple, si vous regardez, la dernière activité remonte à 3 mois et c'était mon robot qui venait faire l'activité. Donc les données sont mises à jour depuis 3 mois. Le code est disponible.
je vais publier l'article dans la foulée et puis peut-être que je continuerai dans une série où je vous présenterai d'autres possibilités grâce à l'approche data. Et là, effectivement, vous voyez que la version 32 sur 104, donc ça veut dire que, je vais changer la planification, mais ça veut dire que la version 32, donc il y a 3 mois, a fonctionné, c'est la dernière en date, donc c'est ce qu'on vous montre, mais depuis, quotidiennement, il est venu et il s'est planté tous les jours, entre guillemets, voilà, tous les jours depuis. Et donc là, si je vais regarder les erreurs, on va voir qu'en fait il ne retrouve pas ses petits et qu'il ne sait pas comment faire. Voilà. Donc là, voilà, il ne sait plus. Il ne trouve pas, il n'arrive pas d'objet, et donc ça ne marche pas. Voilà, ça clôt la démo du jour. J'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. Et puis n'hésitez pas à partager vos feedbacks ou vos réalisations sur de la donnée en Nouvelle-Calédonie. Bonne journée et bonne semaine.